5, 4, 3, 2, 1, top. Gabrielle Dessabert, je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui pour le mois de juillet. Donc tu es mon auteur du mois de juillet. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu as écrit 6 romans, le premier en 2015, ce qui nous fait quand même une moyenne de 2 romans par an à peu près. Voilà, je trouve que tu es très prolixe quand tu écris. Ils sont pour la plupart en auto-édition. Si je me trompe, on en parlera tout à l'heure. Et je dirais qu'ils sont difficilement classables dans un genre. Et pour simplifier, je dirais que tu te soucies pas trop de savoir dans quel genre tu écris. Tu écris ce que tu as envie d'écrire. Voilà. Je vais citer des titres. Je vais commencer par le premier. Je crois que c'était le foulard de l'imposture. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a eu D'ici ou d'ailleurs. Un Non, il y a matin. eu Après le vent, le bonheur d'abord. Ah, après le vent, le bonheur. Ah oui, après le vent, le bonheur. Oui, oui, tout à Ouais. fait. Après D'ici ou d'ailleurs. Après, Tout on à en a fait. eu deux en 2017, Un matin plus tranquille et J'ai demandé au hasard. Et en Ouais. 2018, tu viens de sortir Je rêvais d'une autre vie. Alors, à ce C'est que ça. j'ai pu comprendre, parce que je les ai pas tous lus, j'en ai lu deux. Il y a souvent dans tes histoires un mystère, un secret à résoudre, avec des ramifications qui nous emmènent vers le passé, Oui. mais ça se passe de nos jours. Alors, j'appellerais pas ça, moi, un polar historique. J'ai vu que tu étais classé dans le polar historique, c'est Oui, ça? mais je ne sais pas où me classer en fait. Non, oui, je comprends tout à fait. Parce que je dirais qu'il y a aussi de la romance dans tes Oui. romans, hein. Il y a toujours une histoire. Enfin, ce que j'ai lu, il y a une histoire d'amour, quoi, en fait. Bon. Donc, voilà, un peu d'histoire, un peu tu fouilles un peu dans l'histoire de France, hein. Euh, une histoire récente du XXe siècle. Oui, plus, Oui, oui. plutôt, oui. Et après, c'est voilà, des tranches de vie actuelles avec une histoire d'amour, avec pour la plupart du temps des femmes héroïnes. Alors, je vais te laisser peut-être nous en parler de comment tu définirais ton genre. Ben, je crois que tu as presque tout dit parce qu'en fait, j'arrive pas à le définir. Alors, on me dit de la littérature blanche, oui, oui et non, parce qu'en fait, il y a tout le temps une partie d'intrigue et toujours une partie de l'intrigue qui se dénoue dans un fait historique ou dans un moment de l'histoire. Et effectivement, comme tu l'as dit, toujours une partie. Quelquefois, il y a moins, il y a moins une partie de roman d'amour, mais il y a une partie quand même, il y a toujours une histoire avec un couple. Et voilà, mais je suis incapable de me définir. Et effectivement, je cherche pas à rentrer dans une catégorie quelconque. Je ne saurais pas faire, donc je fais ce que j'ai envie. Voilà. Et pourtant, donc il y a tous ces points communs entre les romans quand même, un petit peu. Oui. Alors, comment ça vient c'est venu par hasard? C'était un choix délibéré? Ah, au départ, c'est un choix délibéré dans le sens que de toute façon, j'adore l'histoire. Bon, je ne suis pas une historienne, donc je ne peux pas me permettre non plus de. Je fais très très attention à tous les faits historiques que je peux mettre dans mes romans. Je fais des recherches parce que j'ai peur de mettre des bêtises. Et en fait, je crois que la première démarche est venue quand même dans le premier roman. Je voulais parler de la guerre d'Algérie parce que c'est un truc qui m'importe beaucoup. Dans le sens, en fait, mon père a fait la guerre d'Algérie. Dans le premier roman, il y a le témoignage d'un soldat du contingent qui a fait de la guerre d'Algérie. Et c'est en gros le témoignage de mon père. Et, et en fait, j'ai été bercée toute mon enfance, non pas avec la guerre d'Algérie, parce que mon père, comme beaucoup de gens qui ont fait la guerre, n'en parle jamais. Mais il a fallu que je lui tire les verres du nez. Mais il me disait, jusqu'à mes 10-12 ans, je pense, quand je demandais qu'est-ce que tu as fait en Algérie, il me disait chasser le sanglier et observer les fennecs. Alors du coup, moi, dans mon imaginaire d'enfant, c'était devenu un super pays. Et donc, je suis devenue très intéressée, passionnée par l'Algérie avant d'avoir compris qu'en fait c'était beaucoup moins joli qu'il voulait bien le raconter, qu'il s'était passé des choses assez dures en Algérie. Et donc c'est vrai que le premier roman il est parti là-dessus. Puis après, de toute façon, comme j'aime l'histoire, à chaque fois je reviens sur des trucs historiques. Je crois que ça vient tout seul. En fait, ça vient tout seul. Le deuxième, c'est venu tout seul. C'est par ici, parce que j'habite dans les Côtes d'Armor. C'était le réseau Shelburne. C'est un réseau de résistants. Et bah, là où je plaçais mon histoire, il y avait ça qui revenait perpétuellement dans ces villages-là. J'ai eu envie de m'en servir. Oui, 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 je comprends.
Donc voilà, c'est pas une volonté de départ, c'est vraiment quelque chose, c'est ta nature qui te porte à écrire de Oui, cette façon. Oui. Alors tout on à va fait. parler aujourd'hui plus particulièrement de ton dernier roman, Je rêvais d'une autre vie. Alors, moi j'adore ce titre parce que il me fait penser à la chanson d'Indochine, Je rêvais d'un autre monde. Et à chaque fois que je le lis, j'ai la chanson qui vient. Et donc, alors, est-ce que je raconterai le début? C'est l'histoire. Bon, je raconte juste un petit peu le début, c'est l'histoire du. Oui. Mais après, je vais te laisser faire le pitch à ta façon. Non, bah tiens, je vais te laisser toute seule. Je suis pas douée pour faire les pitchs sur mes Ah, livres. Enfin, je bon, suis vraiment pas. écoute, si je vois que tu as raté le coup, j'essayerai de le raconter mieux. Mais je suis sûre que tu vas très bien le raconter. D'accord. Alors, c'est l'histoire de Nathalie. Ça commence par Nathalie, qui est une femme qui approche de la cinquantaine et qui se croit heureuse dans sa vie. Et puis, en même temps, ben, comme beaucoup de femmes, au bout d'un certain temps, a été absorbée complètement, vampirisée par son rôle de femme, de mère, de professionnelle, parce qu'elle est aussi architecte. Et donc, il n'y a plus de place pour elle dans sa vie. Et par un malencontreux rendez-vous, elle se rend compte que son mari la trompe alors qu'elle, elle est toujours amoureuse. Et cette découverte va lui faire chambouler toute sa vie, c'est-à-dire qu'elle va effectivement quitter son mari, quitter son travail, changer de vie complètement et va se retrouver en Bretagne. Hein, on retourne toujours en Bretagne avec moi. Se retrouver en Bretagne acheter une petite maison, puisqu'elle est architecte, elle rêvait de rénover une maison. Donc elle achète une maison en Bretagne et au fur et à mesure qu'elle rénove cette maison et surtout elle a acheté la maison avec tout ce qu'il y avait dedans. Elle fouille dans les affaires de la dame qui vivait avant elle, qui était une personne qui décédait quelques mois avant et qui avait presque 90 ans. Elle va découvrir des lettres que cette dame avait échangées avec ses parents à une époque où elle était partie faire un voyage à Paris, et après, juste dans l'après-guerre. Et par le biais de ces lettres, elle va avoir envie de suivre la vie de cette femme et de comprendre ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure, les choses vont se corser. Et voilà. Et après, Oui. Alors, voilà. j'interromps juste un peu parce que dans une de ses lettres, on voit qu'elle assiste à un assassinat. Voilà. Dans une de Voilà. ses lettres, elle assiste à un assassinat et là, il n'y a pas de lettre après, il n'y a pas une Voilà. autre lettre après qui lui permet de savoir si elle y était pour quelque chose ou pas. Et vu la tournure de la lettre, c'est un peu douteux. Et donc, elle a envie de savoir si cette dame a effectivement participé à un assassinat ou pas. Et en plus, quelques temps après, quand les ouvriers détruisent un mur, ils trouvent dans le mur une petite caissette avec des louis d'or de l'époque qui suit la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est dans l'après-guerre à Paris, et avec un petit papier dessus qui dit si vous ouvrez cette boîte et que vous lisez ce papier, c'est que vous avez profané en quelque sorte une sépulture. Donc là, je me Voilà. dis, mais c'est quoi cette histoire? Voilà, Voilà. d'accord, ok. Bon, on va pas en dire plus parce que voilà. Donc ben, je crois que tu as vraiment très bien raconté. On a tout à fait envie voilà, tu as mis les ingrédients du départ qui font et on voit très bien l'allée venue qu'il va y avoir entre la vie actuelle, cette femme qui doit se reconstruire, et en même temps ce qui l'intrigue et sur lequel elle va fouiller. Alors donc, on va parler des personnages, parce que moi j'aime bien parler des personnages. Je trouve qu'un roman, souvent, il prend vie seulement si on a réussi à donner vie aux personnages. Et donc, ben, on va parler de Nathalie. Alors, Nathalie, j'ai eu du mal à la cerner, moi. Hein. Alors, parce que elle est quand même à la fois une femme indépendante, puisqu'elle travaille, enfin, etc. Et puis, elle a bien réussi en tant qu'architecte. Mais elle est aliénée à son mari et à ses enfants et à sa vie. Après, on se rend compte que c'est plutôt à sa propre image de femme parfaite qu'elle est aliénée. Et elle remet tout en question quand elle découvre que son mari la trompe. Mais, euh, mais voilà, ce qui fait que j'ai du mal à cerner, jusque-là, tout est. Je comprends. C'est que je ne veux pas non plus spoiler, si tu veux, mais Je comprends. son histoire d'amour dans laquelle elle vit. Oui, mais si tu veux, ma perception des choses et moi, que il n'y a pas enfin, on peut avoir une impression un peu de soumission ou alors qu'elle laisse encore tomber son indépendance, mais non. Elle a, pour moi, ce type d'amour magnifie la femme et au contraire lui ouvre une indépendance complète parce qu'en fait, elle est une femme complète. En fait, elle est une femme où elle
elle peut être ce qu'elle veut, elle sera aimée quelle que soit la situation. Ça peut paraître bizarre, mais c'était ma perception des choses. Non, non, ça paraît pas bizarre comme tu le dis, mais dans le roman, moi j'ai l'impression que non, c'est drôlement dangereux et que si tout d'un coup, eh ben, elle aimait quelque chose de personnel, ça va être fini, l'autre il devient fou, tu vois. Bon, moi je vais pas trop en dire, mais Oui, oui, non, mais tout à fait. Non, mais tu as raison. Je pense qu'effectivement, si elle. Oui, oui, cette perception-là. Ceci étant, bon, dans le temps, ce sera le cas. Quand des gens te trompent d'un point de vue amoureux, ça devient vite oui, la bérésina. Mais autrement, l'amour, l'énorme amour qu'il lui porte, en fait, a plutôt tendance à aller. Pour moi, avait plutôt tendance à aller. oui, enfin dis donc, tant que la lune de miel durera, ça ira, quoi, voilà. 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 Après, Après, ça sera un autre roman. on verra. Hein. Parce on sent pointer le manipulateur narcissique, mais alors à plein nez. Hein. Oui. Un peu. Alors, tant que tout est beau. Je connais le sujet, c'est pour ça. Ah oui. Bon, enfin bref, donc voilà, donc ça c'était mon. Alors, question, quels sont tes points communs avec Nathalie, alors, avec cette femme difficile à cerner? Alors, pas du tout, moi, à 50 ans, j'avais pas du tout envie de jeter quoi que ce soit, parce que je n'étais pas dans une situation de cet ordre-là. Moi, j'ai divorcé beaucoup plus tôt. Mais je, les points communs, bah, écoute, peut-être effectivement, quand tu dis ça, effectivement, le comportement d'un homme narcissique est un peu, peut-être un peu manipulateur, mais dans une vie antérieure. Voilà. Ça, effectivement, c'est quelque chose que je maîtrise, que je suis capable d'expliquer parce que je maîtrise bien. D'accord, Voilà. d'accord. Okay. Mais non, autrement, des points communs avec elle, non. Non, parce qu'en fait, j'ai transposé, je crois, sur cette femme parce qu'effectivement, il y a des gens qui vous disent. Moi, une fois, j'ai eu un commentaire sur un bouquin où on me disait je n'aime pas que dans un livre, l'auteur, c'était un commentaire négatif, l'auteur fasse connaître ses opinions. Alors, j'avais relu le livre derrière en me disant mais où elle trouve mes opinions? Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand tu donnes tes opinions dans un livre, pour que le roman soit un peu vivant, tu donnes aussi l'opinion contraire dans la bouche de quelqu'un d'autre. Oui. Ça peut être dans la bouche de l'héroïne qui aura tes opinions, mais ou ça peut être ne pas être tes opinions justement et tes opinions dans la bouche de son contradicteur. Donc j'avais trouvé ça un peu étonnant, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus dire qu'on ne met rien de nous. Non. Il y a effectivement des choses qui sont de nous. Sauf que Nathalie, ce qu'elle vit, c'est peut-être plus des choses que moi j'ai vécues, non pas à presque 50 ans, mais vers les 30 ans. Voilà. Oui, d'accord. Mais c'est peut-être de l'ordre du fantasme aussi, c'est peut-être pas forcément des Oui, tout à fait. Ah non, il y a des trucs qui sont complètement de l'ordre du fantasme. Certaines démarches par rapport à Vincent, par exemple, non, effectivement, c'est plus de l'ordre du fantasme. Puis bon, si tout dans les romans, rien n'était fictionnel, ça serait plus des romans. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, là, on sent tout à fait la fiction, je veux dire. Et puis, on n'est pas obligé, je veux dire, quand on écrit suivant le sujet, c'est pas forcément notre opinion qui est dans le roman. Hein. Mais non, c'est ça que j'avais été très étonnée de cette remarque, parce que, je sais pas, moi, dans un bouquin, je sais que je parle du baptême. Tout autant, je parle du baptême et je l'assume sans problème, donc je peux le dire, je suis athée. Donc, pourtant, je parle d'une femme qui souhaite se faire baptiser, et je suis sa démarche, je respecte la démarche. Bien sûr. Chacun pense ce qu'il veut, et voilà, mais je ne comprends pas qu'on puisse dire que ce sont obligatoirement les opinions de nous. Et comment c'est dans lequel, je ne sais plus, ils sont à côté de moi, donc je regarde, dans Un matin plus tranquille, mon héroïne, une de mes héroïnes est est complètement nazie. Après, elle change, mais au départ, elle se laisse endoctriner, elle rentre complètement dans la profondeur du nazisme. Bah, je ne sais pas pour autant que je suis les idées d'extrême droite, quoi. Donc, oui, sinon on pourrait parler que d'un seul type de personnage. C'est désolant quand même, son durée. Nous, à les écrire et les lecteurs à les lire, je pense. Oui, exactement. Oui, et les auteurs qui écrivent sur les serial killers, ils seraient serial killers, enfin bon, bref. Oui, voilà, tout à fait. Donc, on a des collègues qui seraient dangereux, du coup. Tu penses pour Lucas Tati, oui. Il est très dangereux, ce garçon. Bon, ok, alors il y a des hommes aussi. Alors, parle-nous un peu des hommes. Alors, il y a Philippe, Paul et Vincent. Donc, Philippe le mari,
Bah, hein, c'est le vieux beau, quoi, qui a oublié qu'il allait vieillir. oui, oui, voilà, et puis qui passe son temps à papillonner à droite à gauche et puis à Voilà, négliger sa femme. ouais. Paul, qui est un plus timide, un amoureux peut-être comme ça, mais Et, bon, ouais, hésitant. oui, et trop hésitant Oui, pour ce que j'avais besoin dans l'histoire, en fait. Quelqu'un certainement de très tendre, certainement quelqu'un qui peut rendre heureux une femme, mais pour la femme que j'avais en face, que je voulais faire, je trouvais que ça n'allait pas. oui, oui, Voilà. oui. Et puis après, on a Vincent. Alors lui, on en a vaguement un petit peu parlé, le manipulateur là. Mais alors, donc l'autoritaire, on va dire, parce que c'est voilà, Oui, autoritaire, voilà, l'autoritaire. tout à fait. Mais mais beau gosse, enfin, etc. Alors, ma question, c'est comment tu fais pour définir les caractères de tes personnages masculins? Comment tu t'appuies sur quoi? Alors, c'est difficile à dire, mais pour la plupart des romans, je fais des fiches pour mes personnages. Enfin, j'écris mon synopsis, on va dire, hein, Oui, très rapidement les grandes lignes, sans rédiger vraiment. Et après, je reprends chacun de mes personnages et je leur crée vraiment un personnage. J'ai toute une liste de petites questions et je remplis toutes mes questions, leur physique. Quelquefois, je cherche une photo qui pourrait me parler sur Internet, n'importe quoi, hein. Je crée leur caractère par rapport à ce que j'ai envie qu'ils deviennent ou par rapport à ce qu'ils vont faire dans l'histoire. Et après, je les ai bien en tête. Donc, je pars sur mon personnage tel qu'il est décrit dans. Alors, quelquefois, je peux changer quelque chose, hein. Il peut arriver que je change au fur et oui. à mesure d'écriture, je vais changer quelque chose, peut-être plus physique ou peut-être plus l'endroit où il vit. En général, le caractère, il reste à peu près le même. Oui, parce qu'en fait, il est lié au synopsis. Enfin, Il est lié à l'histoire, voilà, oui, tout oui, à fait. oui, oui. Donc, et puis après, on a dans ton roman des personnages qui sont les personnages du passé. On a alors d'abord Marie-Angèle, qui est l'ancienne propriétaire de la maison, hein, mais Oui, on a tout d'un coup, alors on se demande longtemps quelle relation ça a, ben, une Martina et, et un monsieur qui s'appelle Jean. Voilà, un couple. On les suit depuis leur mariage. Et puis on voit l'évolution de ce couple. C'est dans les années juste avant-guerre, 39, ça commence. Et puis après, ça passe la guerre. Puis après, juste après-guerre, jusqu'au moment où bon, ben, j'en dis pas plus. Et, et donc, voilà. Alors là, pourquoi pourquoi Martina et Jean, d'où ils sont sortis bah, en fait, j'avais très envie de faire. Alors, au départ, je ne sais plus comment je suis arrivée à ça, mais j'étais partie sur l'idée de parler un peu de la partie guerre froide. Ah oui. Et donc, je voulais trouver un espion. Et en fait, Jean, il a vraiment existé. Je ne sais plus son nom, je dois le marquer quelque part au début du bouquin. C'est un espion. Attendez, attends, je ne sais pas si le nom va revenir. C'est un espion qui a vraiment existé. Je ne sais pas si je ne l'ai pas marqué. On peut bouger, je peux te dire. Euh, Georges Pack. C'est un haut fonctionnaire français qui a vraiment été espion pour les Russes. Donc je le dis clairement là dans le bouquin, je suis repartie de sa vraie histoire et Oui. j'ai construit sur sa vraie histoire. Alors évidemment, je n'ai pas pris sa vraie histoire en totalité, j'ai Non, romancé, je oui. les précise bien, mais c'est vraiment un espion Tu qui t'es a inspiré existé. de sa vraie histoire, mais de toute façon, c'est pas le nom de la Ah non, personne. c'est pas son nom, non, Non, non. non, c'est Et pas puis une biographie du je tout. l'ai adapté Oui, à mon oui, roman. bien Donc, sûr. mais c'est vraiment un espion qui a existé et ça, comment dire, enfin, la procédure par laquelle il arrive progressivement à devenir un espion, qui est donc décrite dans le livre, c'est effectivement, grosso modo, la vraie façon dont les choses se sont passées en Oui, 40, 41 et ainsi de suite. oui, Voilà. oui, d'accord, d'accord. Oui, et du coup, on tombe dans une histoire d'espionnage, quoi, tout à fait. Oui, Qui tout m'a à fait fait. penser à cette super série, je sais pas si tu la connais, qui s'appelle The Americans, Non. qui se passe à la période de la guerre froide, justement, avec des espions russes aux États-Unis. Mais bon, c'est Oui, ben, super. il y en avait plus aux États-Unis qu'en France, mais il y en Oui, avait oui, en France oui, oui, il y aussi. en avait, bien sûr, bien sûr. Et en Angleterre aussi. Oui, oui, il Oui, y en avait pas oui, mal partout. oui, Il y oui. en avait. Bah oui, bah c'est normal. Bon. Il y en a sans doute toujours, mais bon, on s'en rend compte. Ou en tout cas, on le saura dans quelques Ben, années. on voit en Angleterre ces histoires d'empoisonnement là. Oui, voilà, Ouais, tout à ouais. fait. On voit Ouais, bien tout à que, fait. bien sûr, ça continue, hein. C'est passionnant, c'est sûr que ça fait des romans absolument géniaux parce qu'il y a toujours un mystère incroyable. C'est encore plus mystérieux que les affaires
privées de meurtre, de choses comme ça, parce que Mais ça, voilà, ça déborde sur la raison on d'État. n'arrive pas à comprendre en fait Non. comment ces gens en arrivent là, parce que ce Georges Pack, et en l'occurrence mon héros, Jean, c'est un type très patriote qui croit en son pays, et puis progressivement, il va arriver à trahir, mais au départ, alors il a certainement un ego surdimensionné, il avait d'ailleurs probablement, vu ce que j'ai lu, un ego surdimensionné ce monsieur-là, mais il va trahir en ayant l'impression de sauver son pays. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui. Oui, et il pense avoir un rôle à jouer dans le destin du Oui, monde. dans le destin du monde, Oui, tout à fait. voilà. Et Bon. apparemment, c'était effectivement ce sur quoi est basé son alibi, on va dire, Georges Pack, le vrai qui a trahi. Il a vraiment, s'est vraiment défendu en mettant ça en avant. Oui, oui. Mais il avait été, alors Georges Pack avait été condamné à mort et il a été gracié par De Gaulle quand De Gaulle est revenu au pouvoir, parce qu'en fait j'ai décalé un peu les dates aussi, parce qu'il faisait partie de la même coterie que De Gaulle quand même. Oui. Donc ça a été, il a été gracié. Il a été libéré assez vite en fait. Il a été, je sais pas s'il n'a pas été que 6 ans. Et qu'est-ce qu'il est devenu alors, ce Georges Pack? Il a mené sa vie normalement, puis il est mort normalement dans son lit, tout simplement. Ah oui. Je ne sais plus ce qu'il a fait après, mais je crois qu'il a repris des. Je ne sais pas, je lis tellement de choses, pourquoi je me mélange, donc je ne vais pas dire de bêtises. Oui, oui, oui. Surtout si tu es en train de travailler sur un autre roman. Alors simplement, dernière petite question sur la structure de tes récits. Donc là, tu as dit que tu faisais un synopsis. Mais en fait, là, tu as toujours deux histoires en même temps. Donc comment est-ce que ça, tu le travailles tout de suite en amont ou comment tu fais? Bah, en fait, oui, souvent j'ai les deux histoires en même temps, mais souvent alors ça dépend des bouquins. Quelquefois j'écris l'une et j'écris l'autre. Là, Ah. j'ai écrit, mais il y a un moment où je peux plus. Je sais qu'à un moment ils vont se rejoindre. Moment, le roman n'aurait pas de sens s'ils se rejoignaient pas. Donc il y a, je vais écrire, je sais pas moi, jusqu'à la moitié ou un peu plus de la moitié chacune de leurs bords. Et à un moment, je les regroupe et je recommence à écrire le tout à ce sujet. D'accord, d'accord. Ok. Donc en fait, c'est vraiment deux histoires qui se coulent et puis après, tu fais en sorte qu'elles soient harmonieuses. Mais toi, Tu sais à Disons que l'avance. c'est avant qu'il va falloir que je les Bien regroupe et je sûr. sais où je les regroupe. Mais voilà, c'est pour ça que souvent j'intercale les chapitres pour qu'on comprenne vite qu'il va y avoir un lien dans l'histoire. oui, 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 oui. Et c'est très équilibré d'ailleurs. On passe parce que parfois ça peut être frustrant d'arrêter une histoire et puis on reprend une autre et puis alors qu'on était dedans, on avait envie de continuer celle-là. Mais en fait, tu as bien su doser la durée, je pense, à chaque fois. Ça, c'est mes bêta lectrices qui sont Ah, d'accord. très méchantes là-dessus. Bon. Je fais ce genre de choses, on me rappelle alors tout de suite, on me dit là on est frustré, là tu devrais commencer plutôt l'histoire, le côté historique, ou tu devrais le prolonger un peu, enfin voilà. Oui, 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 d'accord. Pas de cadeau en général. Super, bah, c'est génial. Alors là, on arrive à un moment que j'adore où je vais lire un extrait de ton roman. Alors, c'est bah, je dis pas. Alors, Paris, février 2015. Mardi, en me couchant, j'étais en colère contre mes trois hommes. Et le lendemain au réveil, je n'ai fait que croiser Philippe. Le soir, elle dit trois hommes, j'ai oublié de dire, elle a deux grands-fils. Hein, voilà. Et le lendemain au réveil, je n'ai fait que croiser Philippe. Le soir, retenu par une urgence médicale, il était rentré très tard. Ces 24 heures m'ont apaisé. Mais aujourd'hui, vendredi, je veux profiter de cette fin de semaine pour engager une discussion avec mon mari. Cette situation ne peut plus durer. Je souhaite plus d'égards et plus de partage. Il est 19 heures, je vais le surprendre en allant le cueillir à la sortie de son cabinet pour que nous dînions au restaurant. Un cadre romantique permettra de mieux faire passer mes messages. Comme de coutume, se garer dans ce quartier s'apparente au parcours du combattant. J'effectue 3 fois le tour du pâté de maison avant d'apercevoir une voiture qui quitte son stationnement. J'appuie sur l'accélérateur, il ne manquerait plus qu'un autre automobiliste me subtilise cette place providentielle juste en face du cabinet de Philippe. Quelques manœuvres plus tard, alors que je m'apprête à descendre de voiture, mon regard est attiré par un mouvement près de la porte de l'immeuble. Philippe vient de sortir et se dirige, un large sourire aux lèvres, vers une jeune femme postée sur le trottoir. En tournant en rond pour dénicher une place, j'avais remarqué cette belle blonde qui semblait attendre quelqu'un. Là, devant moi, mon mari l'enlace et l'embrasse à pleine bouche. Ma main reste figée sur la poignée de la porte. Philippe ne m'a pas vue. Je ne bouge pas, je les regarde s'en aller,
bras dessus, bras dessous, vers l'extrémité de la rue. J'ai l'impression de ne ressentir aucune émotion. Ma stupéfaction annihile tous mes sentiments. Comment dois-je réagir? Isabelle serait certainement sortie immédiatement de la voiture et aurait hurlé sa rage sur le trottoir. Moi, je ne peux pas. Je suis anéantie. Les minutes passent. Je fixe le coin de la rue, là où ils ont disparu. Ils semblaient très heureux de se retrouver. Lentement, je recouvre mes esprits. La douleur monte en moi. Je viens de voir mon mari embrasser une autre femme, et qui plus est, belle et jeune. Les larmes coulent sur mes joues. Je ne les ai pas senties arriver. Je pleure. Mais pourquoi? Pour la trahison? Pour mon amour bafoué? Pour l'affront que représente la jeunesse de cette fille? Je ne sais pas. Sans doute que toutes ces raisons contribuent à mon désarroi. Je ne peux pas passer la soirée dans ma voiture, je sèche mes larmes et rentre seule dans ma maison vide. Recroquevillée sur le canapé, je n'arrive pas à me relever du cataclysme qui vient de me percuter. Je ne sais ni comment réagir ni que penser. Je voudrais essayer de me persuader que j'ai rêvé, que j'ai mal interprété, qu'il ne s'agissait pas d'une relation amoureuse. Mais ma raison s'y oppose. J'ai vu mon mari embrasser sur la bouche une autre femme que moi. Les comportements et les actes dont j'ai été témoin ne laissent planer aucun doute. Je suis cocu. L'homme de ma vie me trompe. Depuis combien de temps vit-il cette double vie? Mes réflexions sont interrompues par la sonnerie du téléphone. Bonsoir ma chérie, une urgence vient de me tomber dessus au cabinet. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir rentrer rapidement. J'en ai encore pour au moins 2 ou 3 heures. Ne m'attends pas pour dîner ni pour te coucher. Je t'embrasse. D'accord. Bisous. À demain. Je raccroche. Je ne vais pas demander des explications au téléphone. Je ne peux m'ôter de l'esprit que sa maîtresse est certainement étendue près de lui. Ils sont allongés dans le lit d'une chambre d'hôtel. Ils ont déjà eu le temps de faire l'amour depuis que je les ai aperçus. Mon mari m'appelle ma chérie et me dit « je t'embrasse », couché à côté d'une autre femme. Il a dû choisir un établissement luxueux. Il apprécie le confort que lui autorise ses revenus. Et puis, pour réussir à garder près de lui une jeune qui doit avoir au moins 20 ans de moins que lui, il est nécessaire qu'il use des arguments dont il dispose. Je vais arrêter là. Qu'est-ce que tu lis bien! C'est chouette dans ta bouche! Ça me fait plaisir. J'ai toujours peur de savoir ce que l'auteur va ressentir. Ça fait bien dans ta bouche. Je dis, oh, j'ai écrit ça, moi, quand je Bon, t'écoute. génial, génial. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, j'espère que ça va donner envie de. Le but, c'est que ça donne envie de lire aux gens qui vont regarder le film. Alors, on va arriver au choix d'édition. Tu es principalement auto-édité, je ne me trompe pas. Alors, vas-y, raconte-nous ton rapport à l'édition. Ben, comme ça se voit, de toute façon, c'est un film, donc ça se voit mérite. Donc, je suis pas toute jeune. Donc, quand j'ai fini par me décider à oser montrer ce que j'écrivais depuis mes 25 ans, mais bon, comme toutes les femmes, 4 enfants, un boulot, la maison, j'avais pas suffisamment le temps d'écrire, donc j'arrivais jamais à aller jusqu'au bout de mes écrits. Et j'ai arrêté de travailler à 42 ans. Et donc, j'ai pu là me consacrer vraiment à l'écriture, mais j'ai mis 6 ans à oser montrer quelque chose. Et quand j'ai montré, on m'a d'abord à mes filles, parce que j'ai des grandes filles, qui m'ont dit, mais c'est bien, oh, elles sont gentilles. Après, j'ai demandé à des copines, elles m'ont dit, c'est bien, oh, elles sont gentilles. Donc, j'ai cherché des blogueuses littéraires qui m'ont dit que c'était bien. Ah, j'ai dit, bon, là, il faut que j'essaye. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et j'avais vu le Capital, c'était, je crois, sur M6 avec Agnès Martin-Lugan. Et donc, je me suis dit, bon, je vais quand même peut-être tenter une ou deux maisons d'édition. J'ai dû envoyer à 3 maisons d'édition. Je ne sais même pas lesquelles, je ne pourrais pas dire. Et surtout, j'y connaissais rien. Je ne connaissais pas le principe des lignes éditoriales. Je ne connaissais rien. Et partout, quand je regardais quand même sur Internet, on me disait les maisons d'édition mettent 6 mois à répondre. Et je ne suis pas patiente. Donc, j'ai attendu peut-être un mois, peut-être 2, peut-être pas plus. Et je me suis dit, ça me gonfle. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de faire ce que Agnès Martin-Lugan a fait. Donc, j'ai mis sur Amazon KDP, j'ai mis mon roman sur Amazon KDP. Et alors, j'ai eu une impression de me mettre presque toute nue, je crois, quand j'ai appuyé sur le bouton pour que ça soit édité, enfin que ça soit... Que ça puisse être lu par d'autres, oui. Voilà, à disposition des lecteurs, de gens qui n'allaient pas me connaître. Et voilà, et donc les choses sont parties comme ça, tout simplement.
Ok, génial. Et tu es contente de ton choix? Ah, je suis ravie. Et maintenant que je connais mieux le monde de l'édition, que j'ai appris bah, avec toi, avec d'autres collègues, avec tous les gens qui m'entourent, donc quand on se rencontre et tout ça, j'ai compris qu'en fait, c'était peut-être pas le plus de cocagne d'avoir une maison d'édition. Bon, après, bon, bah, tu sais, quand j'ai été contactée par City Édition pour un matin plus tranquille, comme ils laissaient les droits numériques, et ça j'avais bien compris qu'il fallait les garder, j'ai accepté d'être édité chez City Édition et donc le bouquin sort. Donc, tu vas devenir une auteure hybride. Voilà. Voilà, je vais devenir une auteure hybride, tout à fait. Super, Maintenant, je ne sais super. pas, peut-être que j'aurai d'autres propositions pour les autres après, je ne sais pas. Mais je verrai Mais au oui, coup par bien coup, sûr, je bien ne sûr. cherche pas plus que ça. Tout Je est pense ouvert, tout est ouvert de toute façon. Son, voilà, et on puis verra bien. voilà, oui, oui. Super. Alors, donc, tu travailles sur quoi en ce moment? Quel est ton prochain roman? Alors là, je suis en train de finir donc le premier jet d'un nouveau roman, parce en fait, grosso modo, effectivement, tu dis j'en sors deux par an, mais comme je ne travaille pas, je ne fais que ça. J'ai plus qu'une enfant qui a 19 ans et qui vit plus à la maison. Les autres sont très grands, donc je suis pas débordée. Donc j'ai pas de mal à écrire en écrivant 2 heures par jour, ça le fait sans problème. Hein. Et là, donc, je suis en train d'écrire un livre. Alors, je suis un peu sortie de France. La partie historique, c'est sur le franquisme, c'est en Espagne. C'est sur les. Alors, c'est amusant parce que je ne savais pas que ça allait sortir. On en a entendu parler aux informations nationales dernièrement. C'est sur les enfants perdus du franquisme. Oui, oui, oui. Et là, ils ont commencé à en parler. C'est le premier procès des enfants perdus du franquisme. Mais effectivement, il y a eu plein d'enfants qui ont été volés, on va dire, Oui. ou, Enlevé, enlevé. enlevés à leur mère qui était en prison, des tas de choses comme ça sous Franco. Et ça a été fait d'une telle manière que maintenant les mamans, principalement, c'est pas souvent les papas, mais les mamans ne peuvent pas retrouver leurs enfants, c'est pas possible. Et les enfants ne peuvent pas retrouver leurs parents non plus, vu la façon dont ça a été fait. Et donc il y avait beaucoup de choses à raconter là-dessus. Donc je suis Oui, oui. partie sur cette idée-là. Super, passionnant. C'est passionnant comme sujet, effectivement. Bon, ben génial, ben, j'ai hâte de le lire, celui-là aussi. Et donc, ben voilà, ben écoute, on arrive au bout de notre entretien. C'est passé comme un éclair. Oui, ça passe. Je, Ah ouais, c'est incroyable. Hein, tu vois, c'est incroyable. Pourtant, on n'a pas l'impression d'être spécialement trop bavard, hein, mais mais bon, Non, non, mais c'est vrai que non, puis c'est vrai que si c'est trop long, ça peut lasser. oui, oui, bon, ben, on essaye de pas s'étaler malgré tout. Voilà, ça passe vite. En même temps, on met 6 mois à un an à écrire un livre, c'est vrai que qu'après, Bah oui, quand même, qu'on on prenne a le beaucoup de temps choses d'en à dire. parler. Bah oui, bien sûr, il faut, hein, parce qu'avec toutes ces modes de pitch, il faut toujours tout résumer en une phrase. Bon, bah il y a des fois, on a envie d'un peu plus expliquer. Donc cet espace sert à ça. Bah, je suis très contente de faire ça, moi, pour ça, de lui donner un espace de. C'est une idée sympa, c'est vrai que Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Le but, c'est vraiment, voilà, que les auteurs puissent parler tranquillement un peu sans être pressés par le temps, etc. Et donc, ben alors, je vais en profiter pour te demander si tu aurais un conseil ou un truc ou un secret d'écrivain. à Bah, confier. oser. Faut oser en fait. Je crois qu'il faut oser. Et il y a au salon du livre. J'étais allée au salon du livre ça devait être en 2015. J'avais rencontré une dame sur le stand d'Amazon qui dédicaçait ses livres et qui m'avait dit mais on n'a plus rien à perdre maintenant à nos âges. Mais osez. C'était toi. Voilà, c'est vrai qu'elle a raison. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai pas besoin d'avoir peur. De quoi j'ai eu peur? Je vais pas là-dessous faire une carrière. Allons-y, j'y vais. Et voilà. Ben ouais, je crois qu'il faut oser. Mais je Oui, trouve justement, dans ce que tu m'avais dit, c'est vrai qu'à notre âge, on a quand même pas mal fait de choses. On n'est oui, plus trop en train de se dire, hein. Mais c'est dommage que justement, quand on est plus jeune, on n'ose pas. oui, oui. Je pense que Non, Mais bon, il si y la en a plein société qui a osent. 35 ans, Non, non, mais regarde, on le voit autour de nous. Il y a plein de jeunes auteurs, hommes oh et oui, femmes, oui, 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 tout oui, à oui, fait. oui, 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 oui. qui osent, enfin, qui se lancent, et puis, alors, qui en ont rien à faire de savoir qui va les éditer ou s'ils vont s'auto-éditer, ou voilà. Ce qui compte, c'est écrire, se faire Oui, plaisir, sortir tout le à fait. livre, voilà, et foncer. Et ça, c'est génial, oui, c'est Ouais, super. non, non, c'est vrai que c'est bien. Il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui osent plus. Et puis, faut reconnaître qu'Amazon KDP permet de le faire. oui, C'est tellement facile. C'est oui. tellement facile. Alors qu'autrement, bah, quand tu cherches un éditeur avec tous les bouquins qu'ils reçoivent, on comprend qu'ils ne peuvent pas non plus prendre tout le monde Non, et non, qu'ils n'ont pas obligatoirement le temps de lire non. tout. Et bah, tu peux passer à travers, même si ton bouquin peut-être vaut quelque chose. Oui, oui. Et
c'est vrai qu'Amazon permet des choses qu'on Oui, n'avait oui. pas en 2010, 2011. Oui, oui, exactement. Bon, ben merci pour ce conseil. Je pense que Et ben, Voilà. c'est moi qui te remercie, hein. puis bon, ben je te dis au revoir. On va se revoir bientôt certainement. Je vais venir pas loin de chez toi, moi début septembre, à Noirmoutier, à l'île de Noirmoutier. C'est pas trop loin Ah de chez oui, toi. j'avais été Oui, pour le salon. Oui, j'avais été invitée par Oui. City à y aller et j'ai refusé parce que ça tombait mal. C'est la veille de la rentrée scolaire et moi j'ai Ah, encore une petite oui, qui a 19 ans mais qui est en études supérieures. oui, Donc elle rentre le lundi qui suit et oui. elle n'est pas à côté de chez moi. Ah Donc oui, ça donc tu veut dois dire l'accompagner. que j'étais pas là pour le week-end qui précédait, que je l'accompagnais pas. Ah oui. Ah comme à chaque fois, on fait des choix plutôt dans ce sens-là. Voilà. Oui, ben Donc j'ai oui, ben c'est refusé. Donc normal. C'est bien aussi. Et puis c'est que voilà, autre chose t'attend ailleurs de mieux. De toute façon, c'est Faut mieux. s'occuper des enfants, t'as raison. voilà. Bon, Bon, ben écoute, je te fais un gros bisou. Je te dis au revoir et Merci, puis merci. voilà, à très très vite. vite. Allez. Voilà.